Alors, bonsoir tout le monde. Salutations à ceux qui sont avec nous. On a plusieurs personnes ici présentes, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent à la maison. On a de la belle visite. On va avoir une belle cérémonie à faire avec vous. Mais avant qu'on commence, j'aimerais qu'on prenne un moment pour saluer le passage de M. Gagnon, Jacques Gagnon, à la ville de Victoriaville et tout ce qu'il a accompli. Malheureusement, il nous a quittés récemment à l'âge de 82 ans. On offre nos plus sincères condoléances à Micheline Bolduc, sa conjointe, de même que ses 3 garçons, François, Martin et Patrick, de même que l'ensemble de sa famille. M. Gagnon a été conseiller municipal du district Parc de l'Île, celui que représente aujourd'hui notre collègue Benoît Gauthier, de 2001 à 2013. Il a notamment côtoyé au sein du conseil Alexandre Côté, Marc Morin et Caroline Pilon lors de ses mandats. C'est un homme de cœur qui nous a quittés. C'est un homme qui était très présent dans sa communauté. On pouvait le voir régulièrement au match des Tigres. C'était un fier représentant de notre équipe junior. Donc, un drapeau a été remis à sa famille et ils seront en mesure de recueillir vos salutations et vos témoignages lors d'une cérémonie qui sera organisée le 8 novembre novembre prochain, désolé. Donc, encore une fois, nos condoléances les plus sincères à M. Gagnon et toute sa famille. Sur une note un peu plus festive, on a la chance d'avoir avec nous ce soir la troupe de danse Codance, la troupe des Amis d'Eliott. On les voit dans la salle, ils sont tout contents, puis ils ont vraiment de quoi l'être parce qu'ils nous ont fait vibrer de belle façon lors de l'émission Quel talent que vous avez sûrement vu sur les ondes de Novo. Donc, c'est Marc-André Dubois, James Hensler, Alexandre Roux, Cédric Laroche, Xavier Gingras, Antoine Riel-Désilet, Florence Morin, Josiane Hébert, coachés par Anne-Sophie Desharnais et Ophélie Hull, qui ont livré une prestation tout à fait phénoménale et en même temps ont démontré à tout le Québec à quel point ces gens-là, vivant avec une différence, avaient des talents cachés qu'on n'aurait pas pu penser, puis ont démontré aussi à quel point l'inclusivité était importante dans notre société. Vous êtes de véritables modèles pour toute la population de Victoriaville. Le conseil municipal et moi, on est excessivement fiers de vous. Puis ce soir, bien, pour le souligner, on aimerait vous remettre un beau chandail que vous pourrez porter maintenant dans vos nouvelles chorégraphies à l'image de la ville de Victoriaville et même vous faire signer le livre d'or qui est réservé à ceux qui ont réalisé des exploits exceptionnels sur notre territoire ou à l'extérieur. Donc, je pense qu'on peut donner une belle main d'applaudissements aux Amis d'Eliott. Puis, on va se rendre avec vous à l'avant pour signer ensemble le livre d'or de la ville de Victoriaville. Bravo. Est-ce que vous êtes fiers? C'était vraiment bon, en tout cas. Les 2 fois, moi. C'est laquelle votre préférée, votre meilleure prestation, la première ou la deuxième? Oui, je dirais la première parce que j'ai diffusé les affaires de monde. Vous étiez très bon lors des 2 présentations, je vous dirais. Puis en plus de signer le livre d'or, de vous remettre un gilet, on vous remet la loge des Tigres de Victoriaville pour le match du 15 novembre. Donc, vous allez pouvoir aller là, tout le monde ensemble. On va prendre une photo, puis après, on va signer le livre. On se lève les mains un petit peu de ce côté-là. On regarde ici, tout le monde. 3, 2, 1. Maintenant, vous me regardez ici, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. Parfait. Qui commence? Ah oui. Il est très dedans. Ouais, je vais tout signer là. Oh, bye-bye. Bravo! Félicitations. On passe à un autre?
Bravo. Félicitations. Allez, au tigre! Tu as même un chandail. Tu vas te mettre un chandail? Oui, Regarde comment ils sont beaux. Victo. C'est hâte, hein? Vous allez en avoir chacun. On va les remettre à vos coachs, puis ils vont pouvoir les Ah, distribuer. oui, une coche. Là, vous pratiquez encore? Là, ce soir, il n'y avait pas de cours avant que tu ici. Parce qu'on s'est dit, il va nous rester au moins du temps. Il reste pas une demi-heure. C'est correct. La semaine prochaine. Une petite pratique. Un petit break de pratique. Toi qui gardes la loge. Oh oui! Je te fais confiance. Ouais. Laissez nos proches s'occuper parce que moi, je suis plus chaud. À oublier, hein? Bon, c'est une bonne idée. Moi aussi, je fais ça des fois avec ma femme. Je la laisse décider pour être sûr qu'on se calme pas. Et non! C'est quand votre prochain spectacle? Là? On sort pour l'information. Ouais, c'est vrai, vous allez être là. Fait que c'est Le 9, c'est samedi. Ouais. Et après, c'est au mois de décembre. Spectacle de De fin Noël. de Fin de session. Ils ont un spectacle par année, puis après ça, c'est des compétitions en nord-sud. On va se voir samedi, je vais être là aussi. Coach. Les coachs? Oui. Ouais. Il n'y a pas signé. Oui, c'est son nom. J'ai écrit un gros. On a l'autre. La demande de signer, c'est. Ouais, je vais le signer, c'est sûr. Ben ouais. Avec vous autres. Ils sont nouveaux. 9. Ils sont un peu bruns.
Victorienne. T'as pas dansé, t'étais plus derrière. Ben bravo, on est vraiment Vous n'êtes pas obligé de rester pour l'ensemble. Bravo, félicitations. Pas mal beau à On aurait pu t'approcher ton micro. D'un exploit de danse et d'inclusivité à un exploit sportif digne de mention également, on peut dire que ça bouge à Victoriaville et que les gens se démarquent. Et ce soir, on veut aussi souligner la victoire de notre Cactus de Victoriaville, champion de la Ligue de baseball majeure du Québec, soit la Coupe Physio Extra. J'ai eu la chance d'être là lors du dernier match et je peux vous dire que c'était une ambiance vraiment survoltée qu'on pouvait voir. Le stade était même quasiment trop petit. Ça nous l'a été mentionné aussi qu'il fallait qu'on mette ça dans nos plans pour les prochaines années parce qu'on a vraiment une équipe qui multiplie les victoires. Cette année, 12 victoires en 17 matchs. Le Cactus a connu un parcours parfait en série en battant, entre autres, les Expos de Sherbrooke en quart de finale, l'Unicanva de Thetford Mines en demi-finale et les Castors d'Acton Vale en finale. C'est le deuxième titre de leur histoire sous le nom du Cactus, puisqu'ils avaient gagné également en 2020. Bravo aux propriétaires, au président Steve Brûlé et Marc-André Jaudoin, de même que l'ensemble des joueurs pour cette saison tout à fait exceptionnelle qui fait la fierté des Victoriavillois et qui nous permet d'avoir du baseball de haut niveau ici même sur notre terrain au stade Rémy-Déhay. Donc, on a la chance de les avoir avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir eux aussi. Ils ont remporté la Coupe Baseball Québec. Bon, messieurs. Ah oui, Claude? Ça va, toi? Ah oui? Bravo. Salut. C'est un futur joueur, là? C'est un autre joueur, ça? Pas mal fier de votre organisation, certain. Accélérer les gens, on peut se rapprocher. Comme vous pouvez. Je vais rester proche de la banane. On regarde ici. Vous me regardez ici maintenant. 1, 2, 3, go. Parfait. Moi aussi, je vais en Félicitations. Félicitations, félicitations. Encourage ton père, hein? C'est déjà bon. C'est déjà bon. En n'importe quel moment. Vous êtes là jusqu'à... Vous n'avez pas pratiqué à Floride. On n'a pas le budget pour. Mais ça en passe? Ça s'entraîne pareil pour Ouais, mais les gars s'entraînent un petit peu individuellement parce qu'on a trop des gars de Québec et Cage de frappeur. baseball 360 surtout. OK. Les gars, c'est les gars à fond. Ouais. On pratique pas ensemble dans la vie de la saison. Les gars, souvent, j'ai vu de saison, sont un peu plus C'est comme le Canadien. Premier match. On est sorti de 0. J'ai eu le 19 plus tard un petit peu.
Oh, ouais, ça, on peut avoir des blessures comme ça un peu, là, c'est plate, ça, c'était le fun, l'ambiance, à la fois. Ouais. Mais, quelle belle soirée. C'était rare. Ouais, c'est familial, c'est pas cher. C'est une belle activité il y a de la relève pour moi aussi. De l'hockey, ça va pousser. C'est ça qu'on veut, ouais. il manque pas de... Non, ben, on monte un peu. C'était plus le soccer, puis là, on va rester. Bon, ben merci. Je veux pas te pogner avec la Donc, on va y aller avec notre ordre du jour pour la soirée. Madame la greffière, est-ce qu'on a des ajouts? Oui, il y a l'ajout de 3 embauches pour un préposé à la bibliothèque, pour un conseiller en urbanisme et une technicienne en documentation. Il y a un statut de permanence d'un cadre au poste-cadre de contremaître et un projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 420 rue J. Aurel-Roux. Parfait. Est-ce qu'il y aura un proposeur pour l'ordre du jour? Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 octobre 2024. Est-ce que tout était conforme? Michael Provencher, Chantal Moreau. Proclamation de la Journée mondiale de l'enfance qui sera faite par Patrick Paulin. Merci, Monsieur le maire. On revient comme chaque année, mais on est jeune. Nous, on n'a pas connu le début. Ça fait 70 ans que l'ONU a décrété le 20 novembre comme la Journée mondiale de l'enfance, une journée particulière pour faire la promotion des droits de l'enfant partout dans le monde. Et vous serez d'accord avec moi, Monsieur le maire et mes collègues, que cette année, l'enfance est mise à mal dans plusieurs pays du monde où on la voit mourir sous des bombes. Donc ici à Victoriaville, nous allons célébrer cette journée en rappelant l'importance des droits de l'enfance. Vous savez que depuis 1996, la ville de Victoriaville s'est dotée d'une politique familiale et que depuis 2011, grâce à mon collègue de gauche d'ailleurs, pas à gauche politiquement, mais à ma gauche, j'ai failli dire une bêtise, c'est Alexandre Côté qui avait demandé l'accréditation municipalité Amis des enfants il y a 13 ans de ça. Donc le 20 novembre, je vous propose de proclamer cette journée, Journée mondiale de l'enfance, et de la célébrer comme il se doit à Victoriaville. Assurément. Merci, Patrick. Donc, Patrick propose Alexandre Côté. Seconde. Maintenant, on va procéder à la proclamation de la Grande Semaine des Tout-Petits qui sera faite par Chantal Moreau. Merci, Monsieur le maire. Alors, la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre. Attendu que tous les enfants devraient avoir le droit, les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement sans égard au milieu où ils naissent, où ils grandissent. Que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux » pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Attendu que la Grande Semaine des Tout-Petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les îlots pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans,
de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles, que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact global sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Alors, nous proclamons la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits qui se tiendra du 18 au 24 novembre 2024. Merci Chantal. Donc, Chantal Moreau, James Casey. Liste des comptes pour le mois d'octobre 2024, totalisant 17 438 646 $. Est-ce que tout était conforme? Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période terminée le 30 septembre 2024. Donc, il s'agit de dépôt des états qui aident le Conseil à avoir une vue d'ensemble sur la situation financière avant de voter sur le nouveau budget. C'est un dépôt. Parfait. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la Ville. Donc, il s'agit d'autoriser l'augmentation de la dépense pour les équipements de surveillance des lieux publics par caméra et pour l'autorisation d'augmenter les dépenses pour le projet éclairage de terrains sportifs. James Casey, Michael Provencher. Dépôt du rapport d'adjudication nécessaire au financement d'une émission d'obligation. Donc, il s'agit d'adjudication ayant eu lieu le 22 octobre 2024 pour divers règlements d'emprunt. C'est un dépôt. Adoption du règlement 1588-2024 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer les travaux pour l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage d'une partie des rues de l'Ébéniste et du Meunier. Donc, il s'agit d'un emprunt au montant de 136 266 $. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Adoption d'un règlement nécessaire en vue de financer les travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues, incluant la construction de nouveaux trottoirs, de bandes cyclables et d'infrastructures de drainage. Il s'agit d'un règlement pour un emprunt de 6 230 000 $. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Adoption de règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction d'un complexe multifonctionnel incluant une patinoire extérieure réfrigérée. Donc, il s'agit d'inclure les équipements à la patinoire extérieure réfrigérée, d'ajouter la construction d'une aire de jeu d'eau et d'augmenter l'emprunt en conséquence, pas en conséquence de juste ça, là, je veux le bien spécifier, de 3 146 000 $. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption de règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer les travaux de plantation d'arbres. Il s'agit d'un emprunt de 550 000 $. Yannick Fréchette, Marc Morin. Adoption de règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Donc, il s'agit d'un emprunt de 1 500 000 $. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Donc, il s'agit d'un règlement pour un emprunt de 750 000 $ en vue de financer diverses dépenses en immobilisation. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Un autre règlement d'emprunt pour financer des dépenses en immo. Il s'agit d'un montant de 3 millions de $. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement, là on est rendu à 1595-2024. Oui. Décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses d'immobilisation. Il s'agit d'un règlement pour le montant de 11 millions de $. Michael Provencher, Marc Morin. Adoption du règlement 1596-2024.
décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue d'autres dépenses en immobilisation. Il s'agit d'augmenter l'emprunt prévu à 2 675 000. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Octroi de contrat pour les services professionnels d'ingénierie en vue des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue des Appalaches. Au terme du processus d'évaluation qualitative des soumissions, la firme ayant obtenu le meilleur pointage final est la firme Pluritech. Il y a donc lieu d'accorder le contrat de service professionnel d'ingénierie à cette firme et d'autoriser la réalisation des volets 1 et 2 au montant total de 83 675 $ taxes non incluses. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement établissant un programme d'aide financière pour la rectification des raccordements inversés et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une mise à jour nécessaire afin de rendre le règlement conforme au règlement sur la gestion des eaux adopté par la Ville de Victoriaville. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit de l'ajout notamment de passages piétons et de sens unique. Michael Provencher, James Casey. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 270 rue des Mélèzes. Est-ce que des gens dans la salle sont présents pour les demandes de dérogation mineure? Non. Donc, on peut les adopter en bloc. Donc, pour le 270 rue des Mélèzes, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 55 boulevard Pierre-Roux-Est, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 91 rue d'Aston, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 203 rang Parizeau, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Ça sera pas long, faut juste... OK. Pour le 161 rue Laurier-Est et 25, 31, 36 et 37 rue du Docteur Langelier, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Ça va pour tout le monde. Chantal Moreau, Michael Provencher. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu des demandes pour le 4 rue Saint-Augustin pour des rénovations extérieures, le 15-50 boulevard Jutras-Ouest pour la construction de mini-entrepôts, le 6 rue Albert pour la modification des garde-corps, le 1-1C rue de l'Académie pour remplacer le garde-corps du balcon avant et le 161 rue Laurier-Est pour du lotissement. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Adoption du second projet de résolution concernant l'immeuble situé au numéro 660 rue Notre-Dame-Ouest, un PPC-moi. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest un commerce de vente de machinerie agricole et industrielle. Donc, attendu la consultation publique qui a eu lieu aujourd'hui, le 4 novembre 2024. Il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte le second projet de résolution sans changement. James Casey, Yannick Fréchette. Adoption de la résolution PPC-moi pour l'immeuble situé au 747 boulevard Pierre-Roux-Est. C'est un projet qui consiste à autoriser l'installation d'une serre de production algale et hydroponique. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 30 septembre 2024. Attendu l'adoption du second projet de résolution à la séance du 7 octobre 2024. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. Il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte la résolution. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption de la résolution concernant l'immeuble situé au 70 rue Lavoie-Nord. Pour se rendre à l'adresse 747 boulevard Pierre-Ramsès. Dirigez-vous vers le nord-est. Ça va finir, ça va finir. Tout est fermé. C'est les bureaux de destination entreprise. Ben oui, c'est ça, je voulais vérifier. Donc, Terminé, je suis rendue.
Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'usage d'entreposage intérieur et extérieur. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 30 septembre 2024, attendu l'adoption du second projet de résolution à la séance du 7 octobre 2024, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte la résolution. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption de la résolution PPH, projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au numéro 10-12 rue Cartier. Donc, il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser la construction de 2 bâtiments d'habitation multifamiliale en projet d'ensemble dont le nombre de logements par bâtiment, le nombre d'étages, les marges latérales et l'aménagement de l'aire de stationnement sont dérogatoires. Attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 28 octobre 2024, il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte la résolution sans changement. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Il s'agit là, pour ceux qui sont plus visuels un peu, là, de l'ancien site d'autobus Victoriaville qui va être démoli au cours des prochaines semaines, probablement, pour y voir s'ériger des nouvelles unités d'habitation. Donc, un beau projet de densification là, qui va permettre d'ajouter des unités sur le territoire. Adoption de la résolution projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 1142-1162 rue Notre-Dame-Ouest. C'est un projet qui consiste à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel dont le nombre d'étages, l'aménagement des aires de stationnement et certaines constructions accessoires sont dérogatoires. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 28 octobre 2024, il y a donc lieu d'adopter la résolution avec changement. Parfait. James Casey, Yannick Fréchette. Puis cette fois-ci, on parle du terrain qui était anciennement le Royaume luminaire. Il y a des gens qui se sont manifestés là, lors d'une assemblée de consultation évoquant certains questionnements par rapport au projet. Il y en a d'autres qui sont ici peut-être ce soir dans la salle en lien avec ce projet-là. Sachez qu'on a eu, le conseil municipal et moi, l'ensemble du rapport là, des discussions qui ont eu lieu lors de cette consultation-là. C'est un projet qu'on juge souhaitable sur le territoire de Victo parce que c'est plusieurs unités d'habitation, puis on le sait, on en a grandement besoin. En même temps, il y a un quartier résidentiel autour qui est le quartier des Arbres, là, où il va y avoir une sortie d'un stationnement de 10 unités, de 10 cases. Il y a eu une modification au projet suite à cette consultation-là. Donc, la sortie du stationnement qui était limitrophe à une des résidences du quartier va être changé pour être aligné à la rue des Pruches. De cette façon-là, les gens qui sortent du stationnement ne seront pas en ligne directe avec une maison. Il y a d'autres demandes qui avaient été formulées à l'effet que la sortie du stationnement souterrain qui est sur la rue des Aulnes soit plus proche de la rue Notre-Dame. Cela étant dit, lorsqu'on se rapproche de la rue Notre-Dame pour une question de sécurité, ça venait problématique. Donc, cet emplacement-là a été maintenu. On juge que le projet, dans son ensemble, s'intègre bien dans le secteur, malgré certains questionnements qu'on a eus de certains résidents du quartier, notamment le nombre d'étages qu'on fait passer à 4 étages pour occuper un maximum d'espace au sol. On croit que c'est un projet qui s'harmonise bien, puis on va s'assurer que dans le cadre de la construction, toutes les règles et conditions émises par la Ville soient respectées. Il y avait ensuite un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'une modification nécessaire pour ajouter l'usage infrastructure sportive d'envergure dans la zone récréative 2. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement 1587-2024 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, il s'agit d'une demande formulée par la Fondation À notre santé. La modification maintient le nombre d'enseignes autorisées à 3 enseignes, mais permet une flexibilité quant à l'emplacement de ces enseignes. L'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 28 octobre 2024. Il y a donc lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Michael Provencher, Marc Morin. Fermeture de rue dans le cadre du Jour du souvenir. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues
en vue de la tenue d'un défilé qui aura lieu le samedi 9 novembre 2024 dans le cadre du Jour du souvenir organisé par la Légion royale canadienne. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Projet d'acte concernant la cession de l'eau constituant la rue Comtois ainsi que des passages piétonniers. Il s'agit d'approuver la cession des lots numéros 6 489 862, 6 489 863 et le 864 du cadastre du Québec à être consenti par Construction Lecourt et Fils en faveur de la ville de Victoriaville. Chantal Moreau, Michael Provencher. Projet d'acte de servitude concernant un droit de passage sur l'immeuble situé au 829 boulevard des Bois-Francs Sud. Donc, la ville de Victoriaville approuve l'acte de servitude de passage en faveur de l'immeuble situé au 829 boulevard des Bois-Francs Sud à intervenir entre la ville et Mme Patricia Michaud. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Projet d'acte de vente concernant les immeubles 415 et 445 J. Aurel Roux. Donc, il s'agit de la vente d'un terrain industriel à la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville aux conditions énoncées à l'acte. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Autorisation du dépôt d'un dossier de candidature en vue du renouvellement pour l'accréditation Municipalité Amis des enfants. Il s'agit d'autoriser Mme Jessica Dessureau à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville le dossier de mise en candidature ou tout autre document nécessaire en lien avec ce projet et de désigner Patrick Paulin comme élu municipal porteur du dossier. Alexandre Côté, Benoît Gauthier, les deux voisins, Patrick t'appuie, de même que tout le conseil. Entente de collaboration à intervenir avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs pour la formation professionnelle dans le cadre du programme Conduite de procédés de traitement des eaux. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'entente par le directeur du service des infrastructures et chef de la division traitement des eaux pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption de la directive sur l'utilisation d'une langue autre que le français et de la procédure de traitement des plaintes relatives au manquement à la Charte de la langue française. Donc, il s'agit d'une obligation légale qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2023. On n'était pas obligé de le faire depuis le 1er juin. Notre obligation est le 1er décembre 2024. Parfait. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Dans Affaires nouvelles, on avait quelques points. 13.1, embauche d'une personne au poste permanent, temps partiel, préposé à la bibliothèque. Donc, il s'agit de Mme Jocelyne Thériault. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Embauche d'une personne au poste professionnel conseiller en urbanisme. Il s'agit de M. Jérémy William. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Embauche d'une personne permanente technicienne en documentation. Il s'agit de Mme Élodie Laframboise. Michael Provencher. Marc Morin. Statut de permanence d'un employé cadre au poste de contremaître. Donc, il s'agit de M. Joël Saint-Hilaire. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 420 rue J. Aurel Roux. Donc, il s'agit de la vente d'un terrain industriel à la Corporation industrielle de Victoriaville. Yannick Fréchette, James Casey. Intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y en a qui avaient quelque chose à... James Casey, oui. Lors de la fête des récoltes que j'ai pu assister, ce fut une très belle soirée, puis c'est une belle réalisation pour la fondation, entre autres, du Cégep de Victoriaville, ramasser de l'argent pour une école. Donc, on a besoin ici à Victoriaville, une école supérieure. Donc, bravo à tout cet organisme-là. Bravo. En effet. D'autres interventions? Ça allait? On serait rendu à la période de questions? Oui, donc je vous rappelle que la période de questions, vous avez 3 minutes par personne pour faire votre intervention. La durée maximale de la période de questions est de 45 minutes. Donc, je vous demanderai de venir à l'appel de votre nom au lutrin. Jean-François Nolin. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Et la tournure commence. En fait, le seul point, je voulais savoir, lors de la rencontre de l'Assemblée qu'on a eue générale
du quartier le 28 octobre, la convocation, il avait été soulevé comme point que le stationnement de 10 automobiles qui avait été prévu, Vincent Poirier avait confirmé à un de mes voisins qui n'était pas nécessaire au projet. Donc, que le projet pouvait se réaliser sans ce stationnement-là, qui n'était pas nécessaire. Je voulais comprendre pourquoi, quelle motivation qu'on a dans ce projet-ci de vouloir absolument garder ce 10 stationnement-là. Surtout dans une optique, là, on vient de vous demander 550 000 pour des arbres. Là, vous allez couper à peu près 150 arbres. J'essaie de comprendre la motivation. Plus, il y avait déjà eu des enjeux de sécurité amenés en 2021, 3 enjeux, qui étaient au niveau que c'était un coin où c'est qu'on a un angle mort. Donc, vous avez dans ce coin-là 2 jeunes familles plus une garderie à la maison. Fait que j'essayais de voir l'enjeu circulation, trafic, puis la nécessité vraiment de ce 10 stationnement-là. Je pense pas qu'Artier était très clair, là. Il était très positif au projet, by the way, là. Tout le monde est quand même assez... on a des têtes sur les épaules, là. C'était pas ça l'enjeu. L'enjeu était vraiment l'obstination à garder cette 10 places-là qui doit avoir quelque chose que je connais pas, mais qui n'était pas nécessaire, selon Vincent Poirier, lors de la rencontre. Bien, en fait, si je peux répondre, bon, M. Poirier, selon les réglementations en lien avec le nombre de stationnements, je crois que dans cette zone-là, ce qui est permis, c'est 1 stationnement par unité d'habitation. Donc ça, c'est ce que la réglementation dit. Il y a d'autres secteurs sur le territoire de Victoriaville où c'est 1,5, d'autres secteurs que c'est 2, mais on tend à baisser ce nombre de stationnements obligatoires-là autant que possible pour permettre à un plus grand nombre de logements de se construire. Okay. Dans le cas du projet qui nous occupe, c'est 1,38 cases de stationnement par unité que ça représente. Donc, lorsqu'on fait des comparables avec ce type d'habitation-là, ailleurs sur le territoire, on est plus souvent à 1,5 unités d'habitation, 1,5 stationnements par unité d'habitation. Donc, déjà, à 1,38, c'est quand même serré dans l'optique. Ça veut dire que chaque propriétaire de logement a un espace de stationnement, puis 0,38 autres que tout le monde se partage. Donc, c'est tous ces calculs-là qui ont été faits pour en venir à la conclusion que le 10 cases qui était demandé sur la rue des Pommiers était nécessaire. Puis, ce qui a pesé aussi dans notre réflexion par rapport à ça, c'est que avant que ce soit le projet multilogement qui soit devant nous, ce terrain-là avait été destiné avec 5 sorties d'eau sur le terrain. 5 maisons, oui, tout à fait. Donc, 5 maisons unifamiliales avec en moyenne 2 voitures qui auraient été sur la rue des Pommiers à cet emplacement-là. Donc, au final, c'est le même nombre de véhicules que ce qui aurait pu être fait. Alors, on s'est dit que... C'est peut-être pas le même va-et-vient, mais oui, je comprends. L'achalandage était moindre quand même. Mais tu sais, dans un contexte d'acceptation aussi citoyenne, de transparence, ça aurait été intéressant parce qu'il faut se comprendre qu'au départ, on a eu des communications avec la Ville qui étaient vraiment plus au niveau... Je sais que vous avez écrit par les règlements, mais c'était beaucoup plus du 3 étages. Vous ne coupiez pas les arbres. Ça nous a beaucoup rassurés. Dans la zone tampon, on ne coupait pas d'arbres. Ça délimitait bien les 2 zones qui ont des différentes utilités, une multilogement puis une zone unifamiliale. Tout était bien aménagé. Là, on voit le projet qui s'en vient. Beaucoup de changements. On ne sait pas pourquoi cette notion de rapidité d'aller vite. Je me demandais si, en utilisant la loi 31, vous allez revoir votre processus comme d'autres villes font, c'est-à-dire d'impliquer les citoyens en amont. Non pas nous faire arriver, mettons, qu'on ne regarde jamais les pancartes parce qu'on est des hommes d'affaires, on a d'autres choses à faire, ou d'autres, des professionnels, whatever. Mais là, on voit qu'on a un petit laps de temps. Puis des villes comme Québec, dans le fond, Mère Marchand, qui visent une identification très douce, humaine, collaboratrice, transparente, des valeurs que vous partagez. Je pense que ça serait intéressant, soit que le conseiller va dans, en tout cas, une suggestion, que le conseiller aille dans le quartier voir les citoyens les plus impliqués pour déjà adapter au moins le plan auprès du promoteur d'avance, sans que ça exige, là, on ne veut pas participer au CCU, là, je pense, mais ça ferait peut-être du sens, considérant que c'est une mesure exceptionnelle, la loi 31, c'est la 5e fois que vous l'appliquez. C'est sûr que, c'est une suggestion pour vous là, que je dis, mais point de vue transparence et implication citoyenne, ça ferait beaucoup de sens de faire de cette façon-là. Parfait. Je vous rassure par rapport aux 150 arbres à abattre, là, jamais été question que je vis là depuis 20 ans. Oui, mais je comprends, sauf qu'on connaît tous la bande, le tampon dont vous parlez. Puis la seule... Vous ne la laissez pas parce que vous faites ils ont demandé une ouverture de 7 mètres. Je ne comprends même pas pourquoi on s'estime à la faire. La seule entrave qui va être faite, c'est pour l'entrée charretière du stationnement. Tout le reste de la bande...
Ben, d'arbres ou les va être pruches, vous sortez maintenu? les pruches et les pommiers. Les pommiers, c'est une zone qui a au moins 7 mètres 8 mètres d'arbres. Vous allez la couper sur 5 mètres par au moins l'épaisseur qu'elle a aussi. Là. C'est sûr, là, c'est pas une zone de 2 pieds. Là. Ouais. Mais j'essaie de juste concevoir pourquoi qu'on ne fait pas un compromis pour une acceptation pour 10 stationnements. Vous avez déjà autorisé du 1,25. J'ai bien de la misère, mais c'est correct si cette rigueur-là, puis vous êtes à l'aise avec votre décision, c'est correct, mais sinon, je vois pas. Exact. Je trouve pas que ça fait de Ben, sens. c'est noté. Moi, Merci. j'en doute. C'est bien. Merci. Jules Houd. Bonjour, merci de votre écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. J'ai 2 considérants que, une mise en contexte, puis ma question. Puisque c'est le jour du souvenir, je vais vous rappeler, donc considérant que l'objectif 30-30 de la loi du gouvernement fédéral veut protéger 30 des milieux humides du sud du Québec, considérant que le GIEC il dénombré que les 7 dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire moderne, il devient vital d'engager des actions concrètes pour atténuer les impacts des changements climatiques. Ma mise en contexte, lors de la dernière séance du Conseil du mois d'août, vous avez dit, et je cite Monsieur le maire, bien sûr, c'est un projet qui sera, je parle évidemment de la sablière, pour protéger la sablière. C'est un projet qui sera sûrement fait par phase. Donc, il y aura lieu d'évaluer l'évolution de la situation, puis de faire les ajustements nécessaires. Ma question, est-ce que c'est une façon de faire courante dans le milieu municipal d'accepter des projets dont on connaît mal les répercussions problématiques qui viendront avec l'évolution connue de la situation climatique? Juste pour remettre en contexte votre question, là, j'ai répondu ça à une question en lien avec la circulation. On ne parle pas de ça en ce moment, on parle de la mais là, protection de la vous sablière. Vous me citez en lien avec une question qui a été posée. C'était en lien avec la circulation. La question, c'était à savoir quel allait être l'impact sur le trafic sur la rue Boisfranc. Puis on a mentionné que c'était au maximum 300 unités. Le nombre de voitures qu'il va y avoir par unité, on parle de 1,38 actuellement. Donc on pouvait entrevoir près de 300 nouvelles voitures qui allaient y circuler. Puis on a dit, ils vont pas tous se construire en même temps parce que la question, c'était à savoir est-ce qu'il allait y avoir des aménagements style un arrêt-stop ou d'autres choses, non, des c'est pas sorties. Bien, je Moi, me ce que rappelle je me très demande, bien, mais en lien avec le projet... C'est pas ma question. Est-ce que c'est une façon de faire courant dans le milieu municipal d'accepter comme ça des situations qui mettent en péril des milieux vivants, des milieux humides qui sont indispensables à Si c'est votre question, j'ai pas de problème avec votre question. Voilà. C'est juste que la mise en contexte que vous avez faite, citant mes propos, n'est pas la bonne. On parlait d'un enjeu de transport. Maintenant, sur la question de l'environnement et du développement durable, à savoir si on prend en considération tous les effets des changements climatiques dans nos prises de décision, assurément, on a un bureau du développement durable à la Ville de Victoriaville qui travaille avec l'ensemble des directions de services pour nous assurer que les projets qu'on statue est pris en considération, que ce soit un projet en loisirs, en infrastructure, en travaux publics, en urbanisme, est pris en considération les enjeux de développement durable selon les 17 axes de développement durable reconnus par l'ONU. Donc, dans le cas du projet de la Sablière, puis le pourquoi on n'a pas encore accepté un projet, c'est qu'on poursuit des analyses, on poursuit des travaux de recherche pour nous assurer que lorsqu'on acceptera un projet, si tel est le cas, que le projet qu'on accepte est respectueux des concepts de développement durable. Aïe, c'est drôle. Moi, je voulais juste comme rappeler que c'est illégal de ne pas respecter les lois du gouvernement fédéral qui veut protéger 30 des milieux humides. Soyez sans crainte, on ne fait rien sans respecter les lois à la Ville de Victoriaville. Ouais. OK. Bon, ben c'est bizarre que vous soyez le berceau des bébés durables. Je trouve ça bizarre. Ouais. Je respecte votre point de vue. Je voulais juste rappeler ça, vu que c'est le jour du souvenir. Prochaine question. Madame Anne-Sophie Gendron. Allô?
Bien, ma question n'est pas très formulée. C'est peut-être plus... je suis d'ailleurs avec les gens pour la sablière. C'est peut-être plus parce que j'ai déménagé à Victoriaville en 2017 parce que le développement durable était clairement une priorité. Puis après ça, je suis devenue intervenante à Victoriaville, puis j'ai vu la précarité augmenter chez les gens. Puis, bon, il y a quand même un embourgeoisement du locatif, puis je l'ai senti à travers mon emploi, mais aussi mes relations autour de moi, tout ça. Puis c'est sûr que la construction de... Je veux qu'il y ait plus de logements, ça c'est sûr. Mais la gentrification fait en sorte que les gens qui vont habiter dans ces logements-là, ça va être des gens qui ont l'argent pour le faire. Ça va être des gens de l'extérieur aussi qui vont arriver. Puis je comprends qu'on veut améliorer la situation d'une ville, mais c'est dommage parce que c'est aussi, premièrement, les gens fortunés qui vont en profiter. Je comprends, ils ont le droit d'exister, mais venant de Montréal aussi, je vois ça arriver de loin, puis ça me fait un peu peur, un peu beaucoup en fait, puis c'est très décevant de peut-être pas sentir qu'il y ait assez de démarches au niveau de l'amélioration de la vie pour tout le monde. Il y a probablement beaucoup de choses que je suis pas au courant. Ça, je comprends tout à fait ça. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour favoriser la vie confortable de tout le monde, ou est-ce que ça va continuer d'être... ça me rend émotif. Est-ce que ça va continuer d'être quelque chose qui va empirer la vie de beaucoup de gens? Parfait. J'ai peur pour les loyers de... Oui, exact. Bien, tu sais, la crise du logement, elle se vit assez durement là, partout au Québec, voire même partout au Canada. Puis Victoriaville ne fait pas abstraction de ce phénomène-là. C'est pourquoi, à Victo, on a mis sur pied l'année dernière un organisme sans but lucratif du nom d'Innov Habitat Victo, qui a spécifiquement le mandat d'acquérir des logements déjà en circulation pour les maintenir à bas prix pour éviter que les prix augmentent et de construire des nouveaux projets en logement abordable. La Ville a consenti plusieurs millions de dollars à cet organisme-là pour qu'il atteigne ses objectifs. Déjà, il y a des acquisitions qui ont été faites pour sécuriser des logements abordables, pour nous assurer qu'ils n'augmentent pas. Puis, on va avoir des très belles nouvelles à partager prochainement en lien avec des projets de construction d'habitation abordables qui vont être à des loyers beaucoup plus accessibles pour les gens à la recherche d'un logement. Puis, quand on regarde quand même, malgré tout, le coût des logements, pour ceux qui sont déjà détenteurs d'un logement, les prix demeurent en deçà de la moyenne provinciale à Victoriaville, ce qui est correct pour ceux qui en ont un, mais pour ceux qui en cherchent un actuellement, bien là, c'est là qu'il n'y en a pas beaucoup de libre sur le marché puis que les coûts sont élevés. Mais on tente par l'entremise d'Innov Habitat Victo de pallier à ça. Puis, comme vous le mentionnez, ça, c'est des initiatives en lien avec le logement abordable. Il y a d'autres initiatives privées qui ne sont pas nécessairement abordables, mais pour essayer, même dans les initiatives privées, d'avoir des coûts plus raisonnables à la location, on a mis sur pied un projet de crédit de taxe. Donc, si l'entrepreneur s'engage à maintenir ses loyers au montant abordable défini par la Société d'habitation et de logement du Québec ou la SCHL au niveau fédéral, il bénéficie d'un crédit de taxe pour une période de 5 ans. Donc, de cette façon-là, on souhaite encourager la construction de logements à moindre coût. C'était juste parce que, bon, ça a l'air peut-être très différent comme sujet, mais ayant travaillé beaucoup avec les gens en précarité, il y a beaucoup d'impact. C'est comme interrelié énormément énormément, et la précarité des gens, puis c'est aussi lié à l'environnement. Puis j'avais aussi envie de rappeler que c'est normal d'avoir des gens qui s'insurgent dans une société. J'avais envie de défendre un peu les gens qui se posent des questions, parce que si on n'avait pas ce monde-là qui affronte ces questions-là, peut-être de façon
pas adéquate si on n'est pas tous des politiciens. Mais si vous n'étiez pas là, il y aurait beaucoup de choses qui passeraient dans la vie puis que ça serait loin de la citoyenneté. Ça nous fait plaisir d'échanger avec vous chaque mois et dans bien d'autres occasions qu'on a. Merci. Gilles Labrosse. Bonsoir. Excusez ma voix, j'ai un gros rhume depuis jeudi dernier. Alors, après avoir assisté à plusieurs séances du conseil municipal depuis 18 mois, j'ai comme l'impression que la démocratie ici, ça consiste à se faire élire aux 4 ans pour ensuite prendre toutes les décisions derrière des portes closes. Et puis, lorsqu'elles sont questionnées, contestées, ou alors qu'elles se révèlent manifestement sans aucune acceptabilité sociale, comme dans le cas de la sablière d'Arthabasca, on se rappelle de tous les événements qui entourent depuis le mois de juin l'annonce du nouveau projet. Pourquoi les conseillères, les conseillers ne prennent aucune mesure active pour se mettre à l'écoute des citoyennes et des citoyens, de leurs aspirations, de leurs besoins, ou pour simplement écouter et répondre à leurs questions? Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis des conseillers sur ce projet, et plus spécialement du conseiller du district d'Arthabasca-Ouest, M. Provencher? Est-ce que vous accepteriez d'essayer d'échanger, de discuter, de parler avec les concitoyens, avec vos concitoyens? Où je vais te laisser répondre. J'ai rencontré des personnes lundi dernier, d'ailleurs. 2 personnes en compagnie de M. Casey. 2 résidents qui avaient été... Combien? Je ne suis pas compté. Il y a 2 personnes qui ont demandé une rencontre. On les a rencontrées. Ça aurait été le fun d'être au courant, mais des centaines vous qui demanderez souhaitent aux ça, gens qui participent dans votre Provencher. groupe. Puis, je veux dire, les rencontres peuvent se faire. Il n'y a aucun problème. Donc, les ça 2 ça personnes ont pourrait demandé se une faire. rencontre et on a tenu la rencontre avec ces personnes-là. Bien, félicitations. Et donc, si vous êtes ouvert à ça, on va pouvoir vous relancer. Comme M. tantôt Poirier disait, ce serait souhaitable que ce soit fait en amont. Parce que quand on nous met devant des projets qui sont discutés derrière les portes closes, bien, il faut pédaler en tabarnouche comme simple citoyen, avec peu de moyens. Nous autres, on n'a pas une équipe de communication à notre service, on n'a pas d'attaché politique, etc., etc. On n'a pas de développement de directeur de développement durable, dont on ne connaît pas l'avis là-dessus, sur ce projet-là. Il est payé avec nos impôts de plus. Alors, merci, M. Provencher. Ça nous fera un plaisir de vous contacter pour rencontrer l'ensemble d'un nombre de citoyens et de citoyennes. Merci. Plaisir. Denis Gélina. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas citoyen de Victoriaville, je suis citoyen de Saint-Christophe d'Arthabasca. Je suis venu supporter les gens qui défendent le projet de la sablière pour que la sablière reste un endroit vert. C'est ma première fois au conseil municipal ce soir. Et puis la première chose qui m'a frappé en arrivant ici, ça m'a même étonné, là, c'est l'espace qui est réservé aux conseillers et aux maires, aux membres du conseil, puis l'espace qui est donné aux citoyens. J'ai dit, il faut que je pose la question. Les 3/4, les 2/3 ou les 3/4 de la salle sont réservés aux caméras puis aux officiels. Puis il y a peut-être 1/4 ou 1/5 de la salle qui est réservée aux citoyens. Puis votre question? Ma question, c'est, y aurait-il moyen de mettre plus de chaises, de rapprocher les caméras, puis de rapprocher les citoyens du conseil? Parce que là, on croirait qu'on a un conseil qui prend toutes les décisions, puis que les citoyens sont laissés derrière. C'est différent à Saint-Christophe d'Arthabasca, la disposition de la salle? Ou... La dernière fois que j'ai participé à un conseil
municipal, c'était dans mon quartier, dans Rosemont, à Montréal, OK, Rosemont d'accord. Petite-Patrie. Mhm. Il y avait au moins 50 Ouais. à 75 Moi, je suis allé à chaises. Saint-Christophe d'Arthabasca, la salle est disposée probablement comme la nôtre, mais je ne suis pas fermé à votre proposition, là. On va regarder ce qui peut être fait. Habituellement, on n'a pas eu l'habitude d'avoir énormément de citoyens qui y participent. De là, l'importance d'avoir les caméras bien positionnées pour les gens qui nous écoutent à la maison, de même que le support pour les gens qui sont atteints d'un handicap auditif. Mais en même temps, vous venez de Montréal puis de Saint-Christophe d'Arthabasca pour nous faire une recommandation, puis on l'accueille Moi, ça fait avec 6 ans que je suis citoyen de Saint-Christophe d'Arthabasca. Parfait. J'arrive pas de Montréal d'hier matin, là. Non, c'est parfait. Mais je C'est regardais noté. la salle, puis je me disais que ces fils-là, puis toute la Oui, on quincaillerie va regarder pourrait ça être avec avancée l'équipe technique. pour laisser plus C'est de bon. place pour que les citoyens ne soient pas debout nécessairement Parfait. pendant 2 heures. Merci. Excusez. Sylvie Lemelin. Bonsoir, mesdames, messieurs. La fin de semaine, pas dernière, l'autre d'avant, du 25 au 27 octobre dernier, donc se tenait, comme vous le savez sûrement, au réservoir Baudette, le symposium Victo et ses oies, qui a accueilli, d'après ce que j'ai lu dans le journal, environ 3000 citoyens, citoyennes de Victo, des touristes qui sont venus découvrir les fameuses oies des neiges, bien sûr. C'était aussi l'occasion, lors de ce symposium, pour 33 artistes et artisans, dont plusieurs sont connus au-delà de notre région d'ailleurs, de faire découvrir leurs œuvres. Et en plus de ça, il y avait des conférences offertes par des biologistes qui nous ont instruits sur la protection des espèces aviaires et sur l'importance des haltes de repos pour les oiseaux migrateurs. Je suis une habituée du symposium. J'y passe à chaque année depuis que ça existe avec un grand bonheur, discutant avec les photographes amateurs ou professionnels, les ornithologues venus de partout, les biologistes, les artistes, etc. Et cette année, pour la première fois, le café et les baguetticieux ont été très populaires cette année pour la première fois. Or, j'ai appris, avec consternation, je dois dire, que c'était la dernière édition de cet événement-là, vu l'insuffisance des subventions de la Ville et des commanditaires aussi. Première réflexion qui m'est venue, c'est bon, on sait bien, à Victo, on est bon dans le sport, on finance une multitude d'activités sportives, que ce soit l'Omnium de golf, la Ville est prête à débourser une somme assez significative pour les Jeux du Québec en 2028. Mais malheureusement, les arts, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, sont souvent, eux, les parents pauvres des événements culturels ou des événements publics d'envergure à Victoriaville. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Alors, ma question, c'est est-ce que la Ville de Victoriaville, qui, je le sais, fournit déjà au symposium le chapiteau, d'après ce que j'ai compris, et quelques milliers de dollars en plus, est-ce que la Ville pourrait en faire plus pour assurer la survie de cet événement qui est le seul événement à la fois artistique et scientifique à Victoriaville, sachant que le symposium a contribué à faire connaître la région et ses attraits, notamment le réservoir Baudette et ses, on me dit 50 000 ces jours-ci, voies blanches, sachant que ça attire de plus en plus de touristes et que ces touristes aussi encouragent les commerçants locaux lors de cette fin de semaine qui est hors saison, n'est-ce pas, mais qui est déjà, désormais une fin de semaine très achalandée. Alors, Monsieur le maire, est-ce que la Ville pourrait augmenter son appui financier au symposium Victo et ses oies pour assurer son retour l'an prochain? C'est ma question. Ben oui, on a appris, comme vous, je crois que c'est lundi ou mardi, là, que le symposium venait de tenir sa dernière édition pour différentes raisons qui ont été énumérées, la Ville n'étant pas la seule raison, je ne le crois pas. On a demandé à nos équipes de contacter l'organisation pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Je tiens à vous dire qu'on n'avait pas été contacté en amont pour voir des possibilités de financement supplémentaires. À votre question plus large, en lien avec la culture,
c'est près de 2 millions là, et plus que la Ville offre en subvention aux différentes organisations sur le territoire, dont plusieurs sont culturelles. Donc, les proportions sont gardées autant pour le sport que la culture, que le communautaire, que l'aide au logement, que l'aide à l'itinérance. Les besoins sont nombreux, puis on tente de répondre au meilleur de nos compétences à l'ensemble des besoins sur le territoire. Puis, si l'organisation de Victo et ses oies veut faire une demande supplémentaire à la Ville, ils pourront le faire. Puis, on a tous ce souhait-là que l'organisation puisse perdurer puis que l'événement demeure chez nous. D'accord. Je transmettrai votre message aux organisateurs, certainement qu'ils seront heureux d'apprendre que vous êtes prêts et ouverts à les écouter et éventuellement réfléchir à ça. Merci. De rien. Madame Audrey Murray. Bonsoir, je suis encore là ce soir parce que j'ai toujours des questions concernant le projet de la sablière d'Arthabasca. À votre suggestion, on a fait des demandes d'accès à l'information pour avoir un peu plus d'informations justement sur le processus de décision là, autour du projet Havre-Sacré-Cœur. D'abord, on a demandé le rapport sur l'analyse de la circulation. Vous aviez cité là, en août dernier qu'il y avait un rapport, vous en avez reparlé ce soir. On a demandé la méthodologie, l'impact de la circulation du projet. On a aussi demandé des documents sur les sorties alternatives qui avaient été analysées par la Ville, tout ça. Puis après 50 jours, on n'a toujours rien reçu. Donc on se demande si ce document-là existe. En fait, on vous a répondu. En fait, il y a des documents qui sont la propriété du promoteur. Donc, la loi, comment ça fonctionne, c'est qu'on doit demander l'autorisation au promoteur pour donner accès à ces documents-là. On est encore en attente des nouvelles du promoteur pour savoir sa position par rapport à ça. OK. Bien, parfait. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait un rapport. Moi, je voulais savoir s'il existait, justement. Par la suite, on a demandé les études environnementales sur le terrain concerné, notamment celles qui touchent les milieux humides autour, comme puis le boisé des Frères, les rives de la rivière Nicolet. Puis les seules études qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est celles faites par le promoteur là, qui a montré à la télévision. Puis en regardant les numéros de l'eau, c'est même pas les numéros de l'eau là, correspondants. Alors, nous, on se demande sur quel genre d'analyse la Ville se base là, pour les études environnementales. Donc, on a soumis, je ne suis pas au courant de tous les documents qui sont soumis. Là, en fait, on est en attente de nouvelles du promoteur. Fait que tout ça, c'est des documents que le promoteur vous soumet. Ce n'est pas des analyses que la Ville fait. Non, on a toutes sortes de caractérisations des sols, toutes sortes d'évaluations qui sont faites de notre côté. Puis un peu comme je mentionnais tout à l'heure, si on n'a pas encore statué sur le projet de façon finale, c'est parce qu'il y a d'autres études qui sont en cours aussi, d'autres vérifications qu'on fait de notre côté, avec les services dont je vous ai déjà fait mention, là, le Bureau du développement durable, le département d'urbanisme, même le département de géomatique qui nous aide aussi. Donc, le projet est toujours en travail. Il y a toujours des analyses qui se font, certaines qu'on fait nous-mêmes, certaines qu'on mandate. Puis là, moi, je ne suis pas au courant des demandes d'accès à l'information que vous avez faites, mais s'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, vous avez juste à le mentionner. Là. Je me souviens avoir fait un suivi dans ce dossier-là le mois dernier pour savoir si on vous avait bel et bien envoyé ce dont vous aviez besoin ou ce que vous aviez demandé. Là, puis on avait mentionné vous avoir répondu, mais s'il y a des documents manquants, ça va venir, j'imagine. OK. Bien, ça fait déjà 2 documents importants. Je comprends qu'on attend après le promoteur, mais je comprends pas ce qui est aussi long avant de nous donner. Bien, lui, il y a des délais aussi. Okay. Il doit nous envoyer une réponse par écrit en motivant sa réponse, si oui ou non, il donne accès aux documents. Fait que là, la balle est dans son camp. OK. Fait qu'on pourrait ne jamais voir ces documents-là. C'est des documents qui lui appartiennent, en fait, en vertu de la loi. Donc, il les dépose à la Ville. On a accès à ces documents-là, mais la loi prévoit que c'est ses documents à lui, donc on doit avoir son autorisation. Bien, tu sais, permettez-moi de trouver ça étonnant quand même qu'un rapport d'analyse de circulation, ce soit un promoteur immobilier qui fasse ça ou qui fasse la demande, ce qui va impacter toute la ville, là, cette circulation-là. Tu sais, vous aviez dit que vos équipes avaient fait l'évaluation des passages sur le boulevard Boisfranc, puis qu'ils avaient évalué à 6 000 passages par jour.
L'ajout de 300 voitures, c'était comme pas considéré un enjeu à ce stade-là. Le boulevard Bois-Franc, vous avez dit qu'il était capable de prendre l'ajout de ces logements-là, mais on parle de 600 passages de plus par jour, parce que c'est 300 allées, 300 retours. Puis c'est sûrement plus parce que les gens qui vont habiter là vont sûrement posséder plus d'une voiture. Là, vous l'avez dit, même pour les cases de stationnement, c'est à peu près 1,38, 1,5. Fait que les gens ont plus qu'une voiture. Fait que là, on est rendu à peu près 20 % de passages de plus quotidiens. C'est quoi la capacité maximale du boulevard Bois-Franc? Est-ce que vous le savez à la Ville? Bien, à titre d'exemple, là, pour une rue simple voie, il y a plus de 12 000 passages sur Notre-Dame-Ouest, à la hauteur de l'Aqueduc, le matin qui rentrent au centre-ville. Puis c'est des comparables que nos équipes des transports font, là, avec différents segments de rue, puis des bandes à terre pour calculer le nombre de passages, puis ensuite faire une recommandation. Je ne sais pas pourquoi ce rapport-là du comité des transports ou cette analyse-là qui a été faite à l'interne, on ne pourrait pas la partager. Là. Je vais vérifier avec nos équipes. Merci beaucoup. Une autre demande qu'on a faite, c'était par rapport à la loi 39, la possibilité ou l'analyse que la Ville fait là, concernant la loi 39, d'acquérir puis de protéger la sablière. Puis là, on nous a répondu qu'il n'y avait pas de document. Est-ce qu'il faut qu'on comprenne que cette option-là, ça n'a pas été envisagé? Pas du tout. On a eu ces discussions-là au sein du Conseil, à savoir de quelle façon on pourrait utiliser la loi 39 dans différents secteurs de la Ville, pas seulement pour la sablière, mais pour d'autres sites qu'on juge importants de maintenir ou de protéger au niveau de l'environnement. Puis, ce travail-là est toujours en cours, voir quelles seraient les meilleures façons, mais d'entrée de jeu, on a toujours préconisé chez nous une approche collaborative, ce qui nous a amené à conclure une entente, entre autres, avec Nature Avenir, où là, il est possible pour un propriétaire de lui-même céder son terrain volontairement, ce qui devient intéressant pour lui parce qu'il peut avoir un crédit de don de terrain, puis qui nous permet d'atteindre notre objectif de protection des milieux naturels. Donc, dans ce cas-là, tout le monde est content. Si on se lance dans des approches en lien avec la loi 39, bien là, c'est un mode d'affrontement qu'on utilise, qui n'est pas notre façon de travailler ici à Victoriaville. Donc, on regarde comment est-ce qu'en phase, on peut, dans un premier temps, approcher les propriétaires pour leur signifier qu'on a un intérêt pour leur terrain, qu'on aimerait qu'ils nous les cèdent, qu'on leur présente par le fait même quelle en serait l'utilisation par la suite. C'est pourquoi on s'est associé au-delà de Nature Avenir à Canard Illimité, qui est venu sur le terrain évaluer le potentiel de remise en valeur ou de protection de différents sites qu'on a chez nous. Puis lorsqu'on aura l'ensemble de ces informations-là, on va pouvoir voir s'il y a un aboutissement en lien avec un don de terrain volontaire ou si on doit utiliser la loi 39 pour arriver à nos fins. Bien, ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Là. Si c'est des options que vous explorez, tu sais, moi, c'est la première fois aujourd'hui que j'entends là, ces informations-là. Fait que je vous félicite là, de faire ces réflexions-là. C'est notre objectif, je pense, commun, de s'assurer de remplir vos promesses de préservation du territoire. Mais reste que ma question, c'est juste de savoir s'il y avait des documents. S'ils sont confidentiels, on nous le dit quand ils sont confidentiels. Fait que là, il n'y avait pas de documents. Fait que nous, on ne peut pas savoir là, quand on ne nous répond pas. Puis dernier petit point, on a aussi demandé des documents en lien aux plaintes de remblayage qui avaient été faites là, sur les terrains 805-809 boulevard du Bois-Franc-Sud, les permis d'excavation RD ou d'autres entreprises pour ce terrain-là. Puis la réponse, c'est qu'il n'y avait aucun document, encore une fois, pas qui était confidentiel, pas qu'on devait demander à un propriétaire, mais qu'il n'y avait juste aucun document. Fait que ça, moi, je trouvais ça inquiétant parce qu'on peut se dire, ben là, n'importe qui peut couper des arbres ou faire du remblai, puis sans permis, puis il n'y a rien qui se passe. Moi, que je me trompe, monsieur le DG ou madame la greffière, il y a eu des demandes de permis, puis ils ont été octroyés, puis il n'y a pas d'irrégularité dans ces dossiers-là? En fait, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a aucun document pour des permis de remblai, compte tenu que l'usage est une carrière sablière. Donc, à même l'usage de façon intrinsèque, il y a du remblai, des blés. Mais permettez-moi de vous dire que le remblai il avait été fait sur une zone humide. Il y avait eu des plaintes au ministère de l'Environnement à ce moment-là qui avaient été retenues. Nous, on n'a pas de permis de remblai des blés. OK.
Par contre, je crois qu'on vous a acheminé des démarches qui avaient été entreprises, des démarches judiciaires qui avaient été entreprises sur le terrain suite aux plaintes. Oui, mais à ce sujet-là, qu'est-ce qui en est advenu de cette plainte-là? On avait dit qu'il allait avoir une entente collaboratrice pour je sais pas, replanter des arbres. C'en est où, ça? C'est encore en cours. OK. Parfait. Bien, écoutez, j'ai comme une moitié de réponse satisfaisante puis intéressante, puis moi, je pars ce soir avec l'idée que vous êtes encore en train de réfléchir au fait qu'on pourrait préserver puis racheter ce terrain-là, puis que les décisions sont pas prises. Exact. Fait que je vous remercie pour ça. Puis dernier petit point, je voulais juste dire que quand on dit que le promoteur, s'il voulait, pourrait construire jusqu'au bord de la rivière, moi, je voudrais juste rectifier que c'est pas vrai parce que ça a été zoné comme zone inondable. Fait que ces milieux-là sont en zone inondable, fait qu'il peut juste pas construire, même s'il fait des demandes au ministère de l'Environnement pour avoir des exemptions. Donc ça, on l'a répété plusieurs fois au conseil, puis c'est pas une information qui est exacte. Fait que je voulais juste la rectifier. Parfait. Merci beaucoup. Chantal Marcotte. Bonsoir. Je viens aussi concernant la sablière, mais en fait, c'est que le 3 septembre dernier, on est venu ici faire entériner une pétition de près de 1400 personnes. Là, on est rendu à 1500 personnes. Puis, on s'attendait à ce qu'elle soit déposée au conseil du 3 octobre, puis elle n'a pas été. Là, aujourd'hui encore, elle ne l'est pas déposée. On se demandait qu'est-ce qui advenait de cette pétition-là, puis si c'était pris en compte, là, parce que vous nous avez dit que vous l'aviez reçue, il me semble. Mm-hmm. On l'a tous reçu. Tous les conseillers en ont pris connaissance également. Je ne sais pas quelle est la procédure pour le dépôt, mais vous l'avez déposé, on l'a eu. OK. Donc, vous ne nous revenez pas avec ça? Bien, vous voulez qu'on vous donne... qu'on fasse quoi? Bien, on veut une réponse par rapport à notre pétition. Tu sais, je veux dire, il y avait des enjeux et tout. On aimerait ça être répondu. Bien, on répond à tous les jours à vos questions. Le dépôt de la pétition, c'est les gens qui ont signé. On peut refaire le calcul du nombre avec vous, mais vous l'avez mentionné au micro à plusieurs reprises. Nous, on le prend en considération, puis dans l'étude du projet, la pétition est là, puis elle fait partie des parties prenantes, comme vous, de citoyens qui ont manifesté leur position, puis OK, donc pris en considération. Oui. Ah oui. OK. Je me demandais aussi si vous aviez eu l'occasion de visionner là, la vidéo qui a été diffusée à TV-CBF, qui montre l'état actuel de la situation. Là. Puis si oui, on aimerait savoir vos impressions sur ce qui a été présenté. Puis d'autant plus qu'une biologiste possédant un doctorat en conservation de la biodiversité a dit clairement que le site de la Sablière n'est pas un bon endroit pour le projet. Puis vous, à la séance du 12 août, vous avez dit « Moi, je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas un environnementaliste, je n'ai pas toutes les données à ces questions-là. On est actuellement en train de faire des études pour la caractériser correctement, cette sablière-là. » Fait que je me demandais, est-ce que vous l'avez vu, le reportage? Oui, puis, tu sais, des fois, il y a des scientifiques qui ont des opinions divergentes d'un enjeu. Il y a des biologistes qui caractérisent des sols puis qui en arrivent à des conclusions. Nous, on a des rapports qui nous indiquent que sur la portion nord de la Sablière, comme je vous l'ai déjà mentionné, il n'y a pas une haute valeur environnementale, mais que c'est tout le contraire pour la portion sud. C'est donc pourquoi, depuis le début, on s'affaire à protéger la portion sud dans le projet, puis qu'on est ouvert à un développement sur la portion nord. Puis là où peut-être on ne partage pas la même opinion, c'est que vous souhaiteriez que l'ensemble du lot soit protégé, alors que nous, on travaille avec d'autres considérants, qui est entre autres celui que le propriétaire est propriétaire de ce terrain-là et a, en date d'aujourd'hui, le droit de construire sur ce terrain-là. Donc là, on cherche un équilibre entre la protection de la biodiversité, de la partie du terrain qui a le plus de valeur environnementale, puis la permission de construire sur le terrain qui en a pas. Puis ça, ben c'est selon des études qu'on possède, puis qui nous mentionnent la caractérisation des espèces fauniques et florales, puis qui nous mentionnent que toute la partie qui était opérée en carrière sablière, ben on n'y retrouve pas d'espèces
en voie d'extinction. OK. Dans un premier temps, vous parlez encore de travailler à protéger la zone sud, mais de ce que je comprends tout à l'heure, Mme Murray a dit que c'était une zone inondable. Donc, je veux dire, c'est déjà... Ça va de soi que c'est protégé, là? Mais non, elle ne nous appartient pas en date d'aujourd'hui. Mais tu sais, il y a différents secteurs de ce site-là. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir... C'est la carte, monsieur le maire. Ben oui, en bas, ici, là, c'est inondable. On les a, les mêmes cartes. Là, non, puis mais il y a d'autres propriétaires aussi adjacents à celui-là. On regarde le projet. Mais ici, vous protégez pas de quoi? ça qu'on parle. Il va faire des maisons en zone inondable. Bien, tu peux me la donner? Oui, parce que là, ça va faire, là. Il n'y a rien qui va faire, là. Vous voulez qu'on dialogue ensemble? On le fait, je pense, de belle façon. C'est la vérité, là. Ben, vous êtes assez bon pour reprendre mes propos, là, quand vous le souhaitez. Fait que soyez sans crainte, ce que je vous dis, c'est la vérité, puis c'est ça sur quoi on travaille. Là. Je vous ai pas envoyé en plan là, depuis le début. Je vous répète les mêmes choses, puis je vous partage l'avancement de ce dossier-là au meilleur de nos connaissances. En même temps, comme je l'ai déjà mentionné, je suis pas un biologiste, puis je suis pas un spécialiste de tout ce qui existe en développement puis en protection de la biodiversité. Là. Donc, on se base sur des études qu'on a à l'interne avec des gens qu'on paye à la ville puis qui sont plus qualifiés que moi pour donner leur avis d'expert. Puis ensuite, bien, on avance avec ça. C'est pas Antoine Tardy ou le conseil municipal qui décidons, nous, on veut absolument un projet là, puis on se fout de la biodiversité, puis des avis de nos experts ou des règles environnementales en vigueur au ministère de l'Environnement. Là. On travaille avec toutes ces composantes-là, puis on travaille avec le promoteur pour tenter au maximum d'obtenir ce qu'on souhaite, puis ce que je vous partage depuis le début, d'avoir des cessations de terrain qui vont pouvoir être protégées à perpétuité, puis de permettre un projet d'habitation qui répond à des besoins de notre population. Okay. Maintenant, là, on peut s'obstiner longtemps sur votre analyse des choses, notre analyse des choses, mais je pense que c'est assez clair. Là. Moi, je ne m'obstine pas, monsieur le maire, je pose des questions. Ben, votre collègue... Dans un premier temps, oui, mais c'est mon droit de parole, là. Dans un premier temps, là, il y a plusieurs choses, mais vous parlez d'études qui sont faites à l'interne. Mais là, tout à l'heure, les études, il semblait avoir été faites par le promoteur, puis c'est ça qu'on attendait. J'ai de la misère à comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que si on avait tout ce qu'il nous fallait en date d'aujourd'hui, là, il y aurait eu une décision de prise dans ce dossier-là. Si on n'a pas pris de décision encore, c'est parce que nos équipes à la ville continuent de travailler le dossier, c'est parce que notre département d'infrastructure, notre département du Bureau du développement durable, notre département de l'environnement poursuivent leur analyse du dossier, puis au final, on va avoir une recommandation qui va avoir été décidée, qui va avoir été mûrie, qui va avoir pris en considération tout ce que vous nous dites à tous les mois, puis là, on va vous le présenter, puis on va dire, bon, bien, voici ce qu'on a réussi à obtenir, ou voici le projet qu'on a décidé d'accepter, ou voici le projet qui ne verra pas le jour pour X, Y, Z raison. Là, vous revenez à toutes les séances, vous posez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre, mais mettez pas en doute notre façon de travailler puis des cachettes potentielles qu'on pourrait faire au détriment de l'environnement. Là. C'est notre préoccupation première à la Ville de Victoriaville, aux élus et à moi-même, de prendre en considération le développement durable dans toutes les décisions qu'on prend, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau du développement social ou du développement économique. Puis il n'y en a pas un qui pèse plus fort que les autres quand on prend une décision. Puis dans ce cas-ci, bien, on n'a pas statué parce qu'on n'est pas satisfait de l'ensemble des composantes. Puis c'est la même chose de la part de nos équipes qui travaillent ce dossier-là. Puis on se dit favorable à ce que je vous expliquais, un développement sur le nord, une protection sur le sud, puis on utilise des stratégies pour en arriver à nos fins, puis pour qu'on ait un juste équilibre dans tout ça. Mais si on n'a pas de projet en date d'aujourd'hui, c'est parce qu'on prend encore en considération tout ce qu'on entend, tout ce qu'on se fait dire, puis éventuellement, on va vous présenter l'aboutissement de cette démarche-là. Puis là, je pense qu'on a fait le tour de votre temps de parole. Bien, en fait, on va laisser la chance à quelqu'un d'autre. Je vais juste ajouter que vous me parlez encore de protéger la zone sud, qui est déjà protégée. On le voit ici. C'est inondable, fait qu'elle est déjà protégée. Puis vous me parlez encore de ça. Merci. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ça fait 45 minutes. Il restait une personne. On a atteint la limite, mais il restait une personne? Oui. On peut donner le droit de parole à la plus une question personne. en ligne. Donc, Audrey Caron.
Je voudrais savoir, Monsieur le maire, si dans la zone sud de la Sablière, il y a une possibilité de construire des logements, étant donné que c'est une zone humide, inondable. Je vais laisser mon directeur général répondre à cette question. On a fait des vérifications auprès de nos services concernés. Puis la discussion, c'est qu'elle a toujours porté sur la protection de ce secteur-là, le promoteur pouvant l'utiliser à d'autres fins. Les discussions qu'on a avec le promoteur, c'est de pouvoir se la faire céder pour revaloriser et protéger peut-être les espèces qu'il pourrait y avoir et la revaloriser par l'entremise de Canard Illimité. Ma question, c'est est-ce qu'on peut construire des logements dans cette zone humide, inondable? Oui ou non? Bien là, la carte, il faudrait que je la voie plus précisément avec nos services, madame. Là. Je vais voir avec les cartes, puis on va vous revenir. Okay. Et l'information qu'on avait, c'est qu'il était autorisé à construire dans ce secteur-là. Maintenant, il y a probablement une juxtaposition de la zone humide et de la zone inondable. C'est ce que je vais valider avec nos services. Okay. Je vais être prête. Ma question pour vous, M. Tardy, ça prend combien de signatures, mettons, dans une pétition pour que vous la considériez assez pour en parler ici? Parce que c'est moi qui ai rencontré mon conseiller cette semaine qui m'avait dit « Je me fais votre porte-parole, j'en parle au maire et elle va être à l'ordre du jour du conseil », ce qui n'a pas été fait. Bien, c'est sûrement pas de sa faute parce que je suis sûre qu'il vous en a parlé. Ouais. Donc, pour que ça vous affecte un petit peu, là, ça prend combien de signatures? Parce que nous, on pense que 1400, parce qu'on a déjà vu d'autres projets à la ville avec beaucoup moins de signatures qui ont été discutés ici puis que les projets ont été reportés. Donc, ça vous en prend combien des signatures pour considérer que là, c'est à peu près 2 % de la population là, qui se manifeste là, contre ce projet-là, mettons? Bien, M. Provencher a fait son travail et il nous a fait mention de votre rencontre. Je le sais, mais vous, pourquoi vous n'avez pas parlé? Vous auriez pu faire de même avec les représentants du comité de la Sablière qui n'étaient pas au courant de cette rencontre-là qui s'est tenue. J'ai pas à rendre justice à personne. Moi, je fais mes propres démarches avec mes conseillers. C'est correct, mais tu sais, considérant que vous faites... Les autres sont fâchés, c'est chacun ça appartient. Ben, ça n'a pas rapport là. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Ça vous prend combien de signatures, monsieur? C'est votre façon de travailler. Ici, je veux juste vous rassurer que l'information que vous avez transmise à mon collègue, on en a tous pris aucun doute. On en a tous pris connaissance. On en a discuté tout à l'heure. Puis il n'y a pas de chiffre à savoir combien de signatures ça prend. Ça n'a aucun impact, 1400? Qu'on est sensibilisé au dossier de la Sablière. On l'est depuis le tout début. C'est pourquoi tous les mois, on est devant vous puis on fait face à la musique. On se défile pas. On n'a pas accepté un projet pour lequel on juge qu'on n'a pas toute l'information ou que c'est pas satisfaisant. Puis à tous les mois, tant que vous le souhaiterez, vous pourrez venir ici, poser vos questions. On va vous partager au meilleur de nos connaissances l'avancement du dossier. Puis si un jour il y a un dénouement dans ce dossier-là, qui est un terrain qui n'est pas notre propriété, bien, on va vous partager quel en est le dénouement. Puis jusque-là, je pense que tout le monde peut se parler avec respect, puis sans avoir à lever le ton, puis insinuer plein de choses. Puis de cette façon-là, bien, on va continuer d'avancer, puis vous allez continuer d'avoir l'information que vous souhaitez, puis vous allez continuer d'avoir un dialogue qui est transparent avec le conseil municipal. Donc, les pétitions ne sont pas mises à l'ordre du jour? Bien, je ne sais pas c'est quoi la procédure. Là. Mais je ne sais pas moi non plus. Il n'y a pas une procédure officielle de dépôt de pétition. Je vous rassure, on l'a reçu, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Le conseil en est conscient, ça fait partie de notre analyse du dossier. Parce que, tu sais, quand on ne vient pas au conseil, parce qu'on est occupé ailleurs, là, comme le mois passé, là, et vous n'en parlez pas, comment on fait pour savoir, nous, que vous êtes au courant et que vous la considérez? Bien, la pétition, vous l'avez déposée ici. Tous les Victoriavillois sont au courant de la pétition que vous avez déposée. Je pense pas, non, tous les Victoriavillois sont au courant. Allez faire du porte-à-porte puis expliquez-leur, je ne sais pas. C'est moi qui en parle à toutes les... Je pense que ça va être suffisant pour ce soir. Madame Caron, là, vous êtes un peu intense. Là. Mais non, mais là... C'est normal qu'on s'inquiète de ces choses-là aussi. Capitaliste. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour du dossier pour ce soir. Puis ce sera un plaisir de continuer d'échanger avec vous, de vous partager. Ça va nous faire plaisir de vous revoir. Donc, sur ça, on va mettre fin à notre séance du mois de novembre. On va se retrouver au mois de décembre. Il y aura, entre autres, le dépôt du budget qui s'en vient. Donc, soyez parmi nous le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde.